to stand up. Get me better warning, which makes me know where we the line was. Il est 6h30 et c'est reparti pour un nouveau numéro de votre matinale King Kiliba. Madame, monsieur, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver ce jeudi 16 novembre pour un nouveau numéro de King Kiliba. Il s'agit du 4e numéro de la semaine, plus qu'un seul et ce sera fini jusqu'à la semaine prochaine. Alors, tenez bon, la semaine est bientôt finie. Dans quelques instants, à retrouver sur le plateau de ce jeudi, Alun Diop qui sera avec nous exceptionnellement aujourd'hui pour nous parler d'archives. Il y aura également Laura qui revient pour sa rubrique culture avec deux autres invités qui vont nous accompagner jusqu'à 8h avec Sarah Louia, bien entendu, qui va diriger ces entretiens. Je rappelle que nous sommes en direct jusqu'à 8h. King Kiliba est à suivre sur la RTS, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et il s'agit, comme vous le savez, de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Dans un petit instant, l'équipe va me rejoindre sur le plateau, mais en attendant, je vous propose de suivre la météo du jour. Le temps qu'il fera à Dakar et à l'intérieur du pays, nous allons tout de suite le découvrir et on se retrouve juste après. Chers amis téléspectateurs de King Kiliba, bonjour. L'actualité météorologique de ce jeudi restera marquée par une fraîcheur qui est ressentie actuellement tôt ce matin à l'intérieur des terres. Et vers l'après-midi de ce jeudi, une sensation de chaleur sera aussi ressentie à l'intérieur des terres, notamment au centre et vers l'est du territoire. L'animation satellitale nous montre donc des passages nuageux qui seront notés au nord et vers le nord-est du pays, laissant le reste du pays sous un ciel dégagé. Ce qui fait qu'en termes de prévision pour cette journée, donc, un ciel ensoleillé sera attendu sur l'ensemble du territoire sénégalais avec une bonne présence du soleil, ce qui présage donc d'une forte sensation de chaleur qui sera ressentie au nord, au centre et vers l'est du pays, avec des valeurs de 40 degrés attendues dans certaines localités du pays, 41 attendus sur Thiès, Fatick, Kaffrine, et 42 degrés attendus sur Bakel et Diourbel. Vers la partie sud du pays, cette sensation de chaleur sera aussi ressentie relativement avec des valeurs de 37 degrés qui seront attendues sur l'axe Ziguinchor-Sédhiou allant vers Kolda, 38 attendus vers Kédougou et Dakar gardera une valeur de 31 degrés. Donc globalement, c'est une fraîcheur matinale qui sera ressentie à l'intérieur des terres et au courant de l'après-midi de ce jeudi, une sensation de chaleur sera de nouveau aussi ressentie à l'intérieur des terres avec des valeurs qui tourneront entre 38 allant jusqu'à 42 degrés dans certaines localités du pays. Ce qui met fin à ce bulletin. Excellente journée. Merci beaucoup à nos partenaires de l'ANACI, mais vous l'avez sans doute constaté, le temps va rester clément et on espère toujours que ça va se poursuivre. Alors l'équipe est déjà bien installée sur le plateau. Il s'agit comme toujours de Sarah Louia qui est à ma droite. Sarah, comment vas-tu? Très bien ce matin. Bonjour Adama. Très bien, doublement ou... J'attends le dernier match du Sénégal des U17 pour savoir si ce sera très bien. Oui. Ou, dans tous les cas, je suis très optimiste oui. et donc voilà, bonne chance encore une fois au Lion. Bon, c'est un ça. Dernier match avec moins d'enjeux contre le Japon, Oui. mais une victoire ne nous ferait pas de mal non plus. Hein. C'est ça. Alors bonjour également à Laura qui revient aujourd'hui aussi pour sa chronique culture. Très heureuse de vous retrouver pour... On est contente aussi. plaisir. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de littérature jeunesse et de poésie. Oui, ce sera tout à l'heure. Bonjour Alun Diop. Bonjour Anouchka. Exceptionnellement aujourd'hui sur le plateau. Hein. Voilà, sur le plateau. On est heureux de t'accueillir. Merci beaucoup, merci. C'est un plaisir d'être là aussi. Exactement. Et dans ta rubrique archives, qui sera à l'honneur aujourd'hui? Voilà, James Campbell Badiane. Oui. C'est un Sénégalais, né en 1931, disparu en 2010. Oui. Donc, qui a marqué le théâtre en tant que comédien, mais aussi le cinéma en tant qu'acteur. C'est ça. On va découvrir qui c'est dans un petit instant. Bonjour également à notre invité. Je laisse le soin à Sarah de nous le présenter. Je crois que j'aurais dû dire que je vais très bien au moins 2 fois parce que partager le plateau avec Alun Diop Mais en oui, général, oui. c'est assez rare. Oui. Hein. Généralement, on fait par visio ça. ou on fait un duplex avec ça. lui. Donc, long time no see, grand Alun. Yes, I'm always around. Ça, c'est vrai. Alors ce matin, pour la première partie de cette émission, Oui. on va
courir un tout petit peu pour tous les âges et pour tout le monde, puisqu'on va parler du marathon Eiffage, la 4e édition, avec Michel Théron, qui est membre du comité d'organisation et directeur de course justement du marathon Eiffage Dakar. Je l'ai dit, la 4e édition, c'est donc ce week-end, pour ceux qui ne le savent pas déjà, les 17 et 18, samedi et dimanche donc. On va dire un week-end athlétique et festif tout simplement qui nous attend en perspective avec plusieurs participants de tout âge. Et finalement, on va faire le point ce matin sur les derniers réglages avec, encore une fois, Michel Théron, je rappelle, qui est le directeur de course du marathon Eiffage Dakar. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on va poursuivre un tout petit peu dans cette dynamique parce que le sport, ça va aussi avec les premiers gestes de secours. On va apprendre ce matin sur ce plateau avec notre deuxième invité, Badara Ndiaye, qui est moniteur en secourisme et formateur en sécurité incendie. Alors on le sait, les gestes de premier secours, ça existe, nous devrions les maîtriser. Mais en réalité, combien parmi nous les connaissent et les maîtrisent? Et pourtant, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous devrions tous. Et puis les accidents ménagers, c'est fréquent également. Que faut-il faire dans ces cas-là? De bons conseils à suivre donc dans la deuxième partie de cette émission avec l'adjudant Badara Ndiaye qui, me signale-t-on, est déjà dans les coulisses et nous attend. C'est ça, avec à l'appui des démonstrations. Tout à fait. C'est vrai que beaucoup de catastrophes pouvaient être évitées si on maîtrisait ces gestes de secours. Mais heureusement, tout à l'heure, nous allons tous apprendre à secourir nos proches ou n'importe qui d'autre dans le besoin. Nous allons tout de suite rejoindre le coach Tanda Ndiaye en salle de sport pour la capsule gymnastique et on revient sur le plateau. Alors bonjour mesdames et messieurs, nous sommes là ce jeudi, donc on dit bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Donc aujourd'hui on est là, on va vous présenter juste notre thème qui va porter sur la flexibilité. Donc vous savez bien aussi, on parle de flexibilité, mais n'empêche, on va parler de mobilité, car les deux vont ensemble. Pourquoi? Parce que vous savez bien, on ne peut pas parler de flexibilité, la capacité aux muscles de s'allonger et laisser en rade la capacité aux articulations de bouger. Si vous n'avez pas une très bonne flexibilité des muscles et avoir une très bonne mobilité au niveau des articulations, c'est des mouvements qui vont être difficiles à être exécutés. Raison de plus, on vous propose par rapport à notre exercice qu'on va solliciter, qui est le grand écart facial, des exercices simples, efficaces qui vont avoir juste objectif pour gagner plus de flexibilité et de pouvoir rendre fort aussi au niveau de vos articulations une certaine mobilité. Donc on se donne rendez-vous tout de suite dans les... Une qui nous parle aujourd'hui de James Campbell Badjan. Voilà, James Campbell Badjan, comédien, mais aussi acteur, mais musicien aussi et photographe. Vraiment multidimensionnel. Il n'était pas danseur non plus? Si, merci beaucoup Anouchka. Il était danseur aussi. Il était danseur, James Campbell, puisque c'est comme ça que certains l'avaient repéré justement pour l'attirer vers le cinéma. Il a tourné des films, beaucoup plus en Europe. Il a joué aussi des rôles dans le théâtre, beaucoup plus en Europe, c'est une réalité. Et chaque fois qu'on parle de James Campbell en termes de théâtre, inévitablement, on fait allusion à la tragédie du roi Christophe, avec Jean-Marie Serrault, à côté de Doutasek, le couple Lemoine, Lucien et Jacqueline Lemoine, Doura Mané, Edge Diop. Donc il était dans les Toucans, mis en place justement par ce metteur en scène pour interpréter la tragédie du roi Christophe. Nous, en 81, comme ça, Sarah, je reviens avec mes dates. Hein. 81, comme ça. Non, là, ça va. Bon, c'est important. Laura, je ne sais pas trop. Ah non, j'étais pas là encore. Voilà. J'étais pas encore là. Donc, on suivait, pas surveillait, mais on suivait beaucoup de choses dans le domaine des arts avec la maladresse d'Abdou Diouf à l'époque, hein, la fermeture du musée dynamique, mais aussi l'école des arts. Oui. Donc on suivait tout. Un jour, on regardait la télévision. Il y avait au théâtre ce soir, en alternance avec la comédie des mœurs, comme on dit, le théâtre populaire avec Daré Koch, etc. Alors, on voyait un noir qui jouait. On ne savait pas si c'était un Africain ou pas. Subitement, on l'entend chanter une chanson populaire que l'on connaissait enfant. Alors, c'était du Wolof. On s'est posé la question, mais c'est qui? Bon, après, des années nous ont fait savoir que c'est James Campbell. C'était la première fois qu'on entendait son nom.
Et on l'a suivi durant pratiquement tout son parcours. La dernière fois que je l'ai vu, je le disais, comme Mahamadou Johnson Traoré, lui aussi, il préparait le Festival mondial des arts nègres, mais il est parti avant le Festival mondial des arts nègres, parce que la dernière fois que j'ai échangé avec lui dans la cour de Jowakam, c'était autour du Festival mondial des arts nègres qui s'approchait justement. Donc James Campbell, on va essayer de voir un extrait du film Le Prix du Pardon. Le Prix du Pardon de Massour Sorawad, un film dans lequel il joue le rôle de Baye Sogui. Exactement. Rama coow li lanati la waa dëkk bi ñooy tuuru timbiring ndax ëgg mën a génn ci dëkk bi ana Mbagnick Mbagnick nekk fa de Alors, Alune, voilà. On a vu cet extrait du Prix du Pardon de Massour Sorawad, avec James Campbell, un autre qui est à côté de lui, qui nous a quitté aussi, Narsen. En 2018, quand on a projeté le film à Carthage, encore une fois, le Sénégal était à l'honneur. On s'est rendu compte que beaucoup d'acteurs qui étaient dans le film sont partis. James Campbell, Narsen, Nongolo, qui a joué dans ce film, Tcherno-Niados, qui a joué dans ce film. Nongolo a fait du cinéma aussi. Avant sa carrière d'artiste avant même. Avant, puisqu'il était, chanteur de Simba, les Jeux des Folions. Donc c'est le rôle qu'il a joué dans le Prix du Pardon. Donc James Campbell a joué aussi avec Alain Gomis, mais aussi Astiam, et un Sénégalais, Mokhtar Selan, a voulu réaliser un film autour de son parcours, le parcours de James Campbell. Je vous disais qu'il était musicien. Effectivement, vous imaginez un Sénégalais qui dirige l'orchestre de Fela Anikulapo Kuti. C'est pas facile, non. James Campbell a dirigé l'orchestre de Fela Anikulapo Kuti. Donc il s'était installé au Nigeria avant de venir au Togo. Il était au Togo, et au Togo, il était très lié à le nom va revenir, Jimmy Hope. Jimmy Hope, est décédé aussi. Voilà, il est décédé. Jimmy Hope, c'est comme Vieux McFay ici, c'est un bluesman. En 2014, on était au Massa d'Abidjan, le marché des arts du spectacle, et à l'aéroport, au retour, je lui disais, Jimmy, tu as vu comment tu as fait bouger les jeunes, des jeunes qui comprennent ta musique. Et c'était une occasion pour moi de parler de James Campbell, parce qu'ils étaient très liés. Donc Jimmy Hope m'a dit beaucoup de bien de James Campbell quand il était au Togo. Ils étaient tout le temps ensemble. C'est vrai. L'anecdote dit que Jimmy Hope avait l'habitude de fuir certains cours pour aller justement s'adonner à la musique, à la guitare, parce que c'était véritablement sa passion. Et il a traversé les temps pour ceux-là qui l'ont suivi et regardé, avec toujours sa guitare. Et surtout, ce qui aura marqué, ce sont aussi ses paroles, parce que c'est des paroles anecdotiques dans ces chansons-là. C'est des textes très profonds. Oui, très profonds. Captivant, hein? Absolument. Quand on écoute la musique de Jimmy Hope, on ne prête pas seulement attention aux instruments, mais aussi à ses textes. Ensuite, le masque, le gestuel de Jimmy Hope sur scène, vraiment c'est séduisant. Et le look aussi. Et le look aussi. Il a réellement marqué le Massa 2014 Jimmy Hope. C'est ça. Et James Campbell, il n'est pas très connu au Sénégal? En tout cas, moins au niveau des jeunes. Il n'est pas tellement connu au niveau... Et Grand Lune, quand tu dis les jeunes, tu parles de la droite, cette brochette-là. La droite. En commençant par la droite d'Adama Gouchka, tout ce côté-là. Justement. Mais à coup sûr, ça va secouer quelqu'un comme Ousmane William Mbaye, il n'y a pas de doute, qui vous salue, qui suit régulièrement King Keliba. Tous les numéros sont suivis par Ousmane
Ousmane William Baye, on reçoit tout le temps des messages de Ousmane William Baye. Oui. Donc, effectivement, comme vous dites, peut-être beaucoup de jeunes ne connaissent pas James Campbell, mais c'était toujours un plaisir de discuter avec lui, d'échanger avec lui. On avait l'habitude de se croiser dans la cour de Joachim, toujours avec le chapeau sur la tête, avec sa canne aussi. Voilà. Et il est décédé en 2010. En 2010, voilà. En avril 2010. Je regarde l'élégance aussi de toutes ces personnalités-là. J'ai l'impression que plus on remonte le temps, plus en termes d'élégance... C'était des artistes au vrai sens du mot. Bon, je fais comme ça parce que de l'autre côté du plateau... On va aller aux autres générations. Mais vraiment, il y a toujours cette élégance-là. La diction et puis élégance en termes de propos, de paroles. Hein. Il manipulait très bien le français. Il parlait très bien le français avec beaucoup d'aisance. Il a joué avec Bernard Tapie sur scène. Au théâtre. Avec Bernard Tapie au Sénégal, c'était avec des Guillaume Correa. Beaucoup que j'ai interpellés récemment pour préparer cette rubrique m'ont dit on le connaissait mais on n'a pas joué avec lui. Donc qui étaient à Sorano, mais malheureusement ils n'ont jamais joué avec James Campbell. Il faut vraiment aller voir Douta Seck, Edji Diop ou Guillaume Correa, comme je vous le disais, pour vraiment voir des gens qui l'ont côtoyé sur scène, à qui il a donné la réplique à plusieurs fois. C'est vrai que la nouvelle génération, surtout passionnée de cinéma, a énormément à apprendre de ces personnes. C'est important. Ce sont des icônes quand même. C'est important. Ce sont des icônes exploitées, mal exploitées par certains. Mais en tout cas, comme je vous le disais, certains avaient compris qu'il y avait quelque chose à prendre chez James Campbell et l'ont utilisé comme Alain Gomis, Mansour Sorawad et aussi Astiam. Et aussi rendre hommage à Mokhtar Fellan, vraiment, qui a réalisé un film Carré Caro, voilà, autour de la vie de James Campbell. C'est ça. Badiane. Et Madame Culture, un petit mot sur... Ah, mais là, c'est trop d'émotions. Trop d'émotions parce que, comme on dit justement, peut-être notre génération, on n'a pas forcément connu son personnage, son travail. Et c'est formidable de pouvoir avoir un petit peu je dirais un extrait un peu de tout l'héritage qu'il a pu laisser et d'entendre ses explications. Et je pense que ça donne aussi envie d'aller voir les films dans lesquels il a pu jouer ou des scènes. Et c'est formidable de pouvoir transmettre un petit peu cet héritage-là, comme je le disais. C'est un petit peu bizarre quand on regarde ce genre de film. On est un petit peu nostalgique, même si on n'a pas... C'est vrai. C'est un petit peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez cette impression. Comme on dit, il arrive qu'on soit nostalgique d'un moment qu'on n'a pas vécu. Exactement. C'est ça le mot. Ça arrive. Exactement. Ça arrive, on aurait aimé être à cette époque. Comment restaurer justement ces films-là et ces personnages? Comment les ramener, par exemple, là, on est sur la une, à la télévision, peut-être qu'il y a des droits derrière, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille à cela. Justement, les télévisions, les cinéastes ont toujours des problèmes avec les télévisions. Ils disent qu'ils ne demandent pas que tous les droits soient payés, mais au moins que les télévisions fassent un geste. Qu'ils donnent une petite somme. Ils sont pour que leurs films soient diffusés dans les télévisions. La TFM avait démarré, mais malheureusement, cela ne s'est pas poursuivi. Ça a été perturbé par je ne sais quoi. Mais, en tout cas, les cinéastes veulent que leurs films soient vraiment diffusés dans nos télévisions. Mais, encore une fois, il faut discuter, que chacun fasse une concession pour que vraiment nos films soient vus dans nos télévisions. Et puis, il faut rappeler que le Tanit d'or en 2002 a été remporté par le prix du pardon de Mansour Sorawad. Donc c'est un problème de finances. Disons. Ça. De francs symboliques. Voilà, de francs symboliques. Puisque quand on est dans le cinéma, Anouchka, on parle de films de droit sénégalais ou de films de droit américain ou français. Il y a tous ces aspects-là. Donc, quels sont les films de droit sénégalais qu'un réalisateur peut donner gratuitement? Quels sont les films qui ne sont pas de nationalité sénégalaise, qui bloquent les réalisateurs? Ce sont des faits aussi qu'il faut intégrer dans la discussion. C'est vrai que ça peut vraiment donner un coup de pouce au secteur du cinéma. Oui, avec le FOPICA. Exactement. Le FOPICA qui a vraiment, chaque fois que je parle du FOPICA à Sarah, je pense à Ngaïdo. Quand on revenait de Ouagadougou, du FESPACO, et que Macky Sall, le président de la République Macky Sall, avait dit on va mettre 1 milliard pour booster le cinéma. Ngaïdo me dit à l'une, vous allez voir, on va parcourir le monde, on va compétir partout. Le FOPICA va booster le cinéma sénégalais, c'est la réalité. Maintenant, on est à 2 milliards. Ah oui. Et c'est vrai.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une belle génération de jeunes cinéastes qui voyagent partout, qui gagnent des prix. On était encore, je crois que j'ai suivi ça sur la RTS 2, au Sotigui d'Or, c'est comme ça. Sotigui Awards, exactement. On a tout raflé. Avec Kevin Monet. C'est ça, avec nos artistes. C'est rare d'aller compétir et de revenir les mains vides pour le cinéma ou le théâtre ou la série sénégalaise. C'est très, très rare. Nous revenons de Yaoundé avec une distinction aussi de Delgado, Clarence Delgado, avec son film Que le Père soit. Franchement, un bon film. J'ai échangé au téléphone avec Cheikh Omar Soko, qui n'était pas à Yaoundé, qui me dit, à l'une, j'ai appelé Delgado pour lui parler de son film. Combien c'était vraiment bien, à tout point de vue, le film de Clarence Delgado, Que le Père soit. Donc on revient tout le temps avec des distinctions, c'est la réalité. C'est ça. Et monsieur Théron, vous êtes plutôt cinéma, vous? Plutôt sport, quand même. Normal. Mais il doit y avoir un lien entre les deux, forcément. Hein. Entre le sport et le... C'est vrai, je suis un peu comme lui aussi. Souvent, on a beaucoup d'émotions en regardant d'anciens films et tout, même si, bon, on ne les a pas forcément... On n'a pas vécu la période. Il y a de grands athlètes, enfin de grands sportifs qui ont joué et tourné aussi dans des films. Mais dans l'autre sens aussi, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont mués en sportifs pour pouvoir interpréter des rôles. Je pense par exemple à 50 Cent, je dis ça comme ça, mais il y en a plein d'autres qui ont dû changer leur physique, leur façon d'être pour pouvoir interpréter des sportifs à l'antenne, histoire de leur rendre hommage. Hein. Mais bien sûr, c'est une bonne idée. Il faut s'adapter, comme on dit. Il faut s'adapter, quitter un autre lieu. Il y a des cinéastes, quand ils font un casting, ils ne se basent pas sur des professionnels. Le mouton de Sada, le gosse a fait un casting avec des centaines de jeunes. Un casting sauvage. Voilà. C'est un jeune qui n'était pas là pour le casting qui a été retenu. Il était là en train de regarder, comme ça. Et Mambouna Molopi a dit, voilà mon acteur. C'est comme ça qu'il a pris le personnage de Sada dans son film Le Mouton de Sada. Oui, et c'est ce qu'on remarque de plus en plus aussi, surtout ces films-là qui gagnent des prix. Aussi. On s'en souvient au Festival de Cannes. De Cannes, avec Ramata. Exactement. Et même avec un casting sauvage aussi. Banel et Adama, c'est un casting sauvage. De jeunes acteurs qui n'avaient jamais fait du cinéma. Avec Mati Diop aussi. Avec Mati, oui. C'est comme ça. Ce sont des jeunes qui n'ont jamais fait de cinéma. Jamais. Et Khadi, elle me racontait qu'en réalité, elle n'était même pas intéressée par le casting. C'est une amie qui lui a dit, viens, on y va, juste pour regarder. Elle y va et c'est elle qui est retenue. Et puis le jeune garçon, Adama, lui, il dit qu'il est à l'université Cheikh Anta Diop. Donc, il passe le casting. Après, il revient à Dakar, tout simplement en se disant, bon, c'était juste comme ça. On l'appelle et on le cherche. On dit, mais on vous cherche. C'est là qu'il a compris qu'en fait, c'était très sérieux. Donc, parfois, on choisit des acteurs comme ça et ça marche. Exactement. Alors, merci beaucoup, Aline Diop. Merci, Anouchka. Ça a été très enrichissant. Merci pour... je suis sûre que ceux qui ne connaissaient pas James Campbell Badian, grâce à toi, ils ont vraiment compris qui était l'homme, surtout les passionnés de cinéma, la nouvelle génération. N'est-ce pas, Laura? Excuse-moi, Adama. Demain, on va justement inviter sur ce plateau des personnalités qui représentent la nouvelle génération. On va parler cinéma. Je l'annonce ici. Calista Si sera avec nous. Réalisatrice de Maîtresse d'un homme marié, scénariste également. Et puis, à ses côtés, on aura le fils de Sembène Ousmane, qui vient justement nous parler du centenaire de Sembène. Donc, demain, cinéma. Et vous auriez dû être là, tous les deux. Et Alioune et Laura reviendront demain. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Alioune, qui va tout à l'heure rejoindre le studio de Radio Sénégal pour l'émission plus près de vous. C'est ça. Le rendez-vous est à tout à l'heure, dans quelques minutes. C'est ça. Voilà. Restez à l'écoute. Merci beaucoup, Alioune. Alors, on poursuit avec notre premier invité que nous allons tout de suite recevoir. Donc, et c'est juste après ceci. Alioune,
Et on... Ah ouais, vous me libérez? Oui, oui. On peut le libérer pour qu'il a Je peux accompagner. se préparer. Ah, c'est là encore un peu de temps. Merci de rester. Alors, on reçoit d'abord Michel Théron, directeur de course du marathon FH de Dakar, après 3 éditions en février 2016 et en avril 2019 et novembre 2021. FH organise la 4e édition du marathon FH de Dakar et ce sera à partir de 18, c'est samedi et dimanche. C'est samedi et dimanche, c'est ce week-end. Donc tout le monde est invité véritablement à ce grand marathon. Et je disais tout à l'heure que c'est pour tous les âges. Donc Grand Alioune Diop va nous représenter à ce marathon. Encore une fois, bienvenue sur le plateau de la matinale Quinqueliba, Michel Théron. FH, c'est aussi un partenaire de la RTS. Pour revenir justement à cette 4e édition du marathon FH, prévue encore une fois ce week-end, première question. Où en êtes-vous? On est à 48 heures de l'événement. Est-ce que tout est fin prêt au niveau des derniers réglages, des préparatifs et tout ça, la logistique surtout? Merci de m'accueillir. La transition avec Alioune, elle est très facile pour FH parce que vous savez que FH est très engagé dans la culture. Avant même le sport, ils ont fait beaucoup pour la culture. Et on est venu au sport un petit peu par hasard. On a été... sur un marathon avec M. Sénac et ça lui a tellement plu. Il a dit, mais on fait déjà beaucoup dans la culture et le social, on va faire quelque chose de sportif et ça permettra de toucher beaucoup de monde. Donc effectivement, c'est la 4e édition. On apprend des années précédentes et aujourd'hui, je ne vous cache pas que nous sommes quasiment prêts. Les dotations sont là, les médailles, les t-shirts, le matériel de chronométrage, puisqu'on fait venir des gens spécialisés sur un chronométrage international. Le village est en train d'être finalisé ce matin. Donc après la distribution des dossards au groupe, on commence la distribution aux individus au niveau du Grand Théâtre. Aujourd'hui, jeudi et vendredi, et samedi matin pour les dernières personnes. L'objectif derrière ce marathon ou cet événement, c'était véritablement quoi? Quel était le but recherché? Vous savez, un marathon, c'est une des seules disciplines au monde où vous pouvez mettre une élite avec un amateur. J'étais sur le plateau de Galaxy Sport lundi avec Malik Thiam. Je ne peux pas aller faire une manifestation sportive avec lui, c'est un sportif d'élite. Mais sur le marathon, vous aurez l'élite qui va être devant et monsieur le coureur du dimanche matin qui va être derrière. Bien entendu, ils ne vont pas faire le même temps, mais ils vont participer à la même épreuve dans les mêmes conditions de température, d'organisation et tout. Et je pense que c'est ça qui est important. Et autour du marathon, qui est vraiment l'élément fédérateur, vous avez beaucoup d'activités. Vous avez la randonnée du samedi, qui a eu un succès terrible. Nous sommes à 6000 personnes. Nous avons arrêté les inscriptions parce que, pour des questions de sécurité. Vous avez un kit stadium avec 1000 enfants qui sont inscrits, où on va s'occuper d'eux, on va leur faire des initiations à l'athlétisme, avec des petits jeux spécifiques de l'athlétisme. Vous avez le CNOS qui va présenter des disciplines qui vont être aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026, l'escrime, le breakdance. Et ensuite, le dimanche, donc, vous aurez les 3 courses avec le marathon, le semi-marathon et le 10 km. Le 10 km aussi, on est quasiment à 6000 personnes, c'est complet. Donc, l'engouement est venu au fur et à mesure. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt en train de gérer les derniers cas de ceux qui ont oublié. Mais bon, malheureusement... c'est trop tard pour s'inscrire encore. C'est trop tard pour s'inscrire maintenant. Il faut que justement les gens prennent l'habitude de s'inscrire plus tôt parce que l'organisation est très lourde et tout. Et bon, distribuer 14 000 dossards et dotations, c'est quand même un très gros travail. C'est que nous, on a l'habitude d'être au dernier moment. Lastminute.com. Lastminute.com, voilà. C'est ça. Alors, véritablement, quel bilan est-ce qu'on peut faire des 3 précédentes éditions? J'imagine qu'il y a eu des succès, il y a eu de belles histoires également, avec des personnes d'un certain âge qui ont pu participer à ce marathon-là, qu'on a vu sur les réseaux sociaux également. Ça doit vous rendre fier de le savoir. Oui, mais si vous êtes là samedi et dimanche, je pense que quand vous voyez une marée rouge qui commence à marcher et qui traverse tout le plateau, ou le dimanche, les départs, avec tous ces coureurs, je vous assure, il y a beaucoup d'émotions. Et même si vous n'êtes pas un grand sportif, effectivement, on met du plus jeune au plus âgé. Chacun va faire ce qu'il veut pour le plaisir. C'est très fédérateur. Nous avons beaucoup d'entreprises qui ont décidé au dernier moment de monter une équipe
des clubs, les étudiants. Des enfants? Des enfants, oui, oui. Il y a une petite course aussi, une marche de 3 km pour les enfants. Mais même à la marche de randonnée, bon, il y a des parents qui se sont inscrits avec leurs enfants pour participer. Et donc tout le samedi, c'est vraiment la journée de la famille. Il y a tous les stands des partenaires. Pour les enfants, il y aura des ateliers maquillage, il y aura des jeux. C'est vraiment quelque chose qui est très festif. Et nous avons également le ministère de la Culture qui participe. Il va y avoir des troupes qui vont être réparties tout le long du parcours pour donner du courage. Ça, c'est une innovation. Non, 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 nous l'avions déjà fait sur les précédentes éditions. Ça a été renforcé cette année. Quelqu'un qui est aux Almadies là-bas et qui doit revenir ensuite à Dakar, qui est un peu fatigué, un petit peu de tam-tam, là, ça redonne des forces pour repartir. Forcément. Alors, sur le plan sécuritaire, justement, le dispositif qui va être mis en place pour assurer la sécurité de tous ces coureurs, parce que là, on est sur de grands chiffres, c'est des milliers de coureurs. C'est vraiment énorme. L'ensemble du parcours est complètement fermé à la circulation. Nous avons près de 700 policiers, énormément de gendarmes pour toute la partie gendarmerie. Il y a 24 ambulances sur le parcours. Tous les services de secours, aussi bien privés que de l'État, le SAMU, les pompiers, tout le monde est présent. Il y a des postes de ravitaillement très très importants. On a quasiment doublé par rapport à la norme internationale parce que, bon, s'il fait chaud. D'ailleurs, si Monsieur Météo pouvait nous arranger un dimanche matin une bonne météo, les coureurs seraient ravis. Non, je peux vous rassurer sur ce plan-là. Il y aura tout ce qu'il faut au niveau sécurité, secours, ravitaillement, aussi bien sur le parcours qu'ensuite à l'arrivée. À l'arrivée, nous avons des stands de remise en forme avec tous les kinés. Donc voilà, tout le monde pourra récupérer. Il y aura des ravitaillements à l'arrivée. Actuellement, nous sommes en train de préparer 10 000 sachets que nous allons remettre à l'arrivée, avec des dotations spéciales pour les enfants également. Ouais. Pour la météo, je pense qu'il y a des incantations qui pourraient marcher. Voilà, quelques francs là, ça serait bien. Voilà. Normalement, des prières, oui, des incantations carrément. Qui devraient pouvoir marcher et gérer tout ça. Oui. Revenons maintenant tout simplement aux stars qui vont être invitées en 2016, 2019 et 2021. Oui. Il y a des visages clés, je vais les appeler ainsi, des invités spéciaux qui ont participé justement à ce marathon de Dakar et contribué justement à donner une dimension internationale à cet événement parce que c'est important de le souligner aussi, c'est un événement international. Alors pour cette édition, qui seront les invités spéciaux ? Alors, en 2016, la première fois, on avait vu Gebre Selassie, qui est bon, c'était la star du marathon, absolument, qui était un monsieur vraiment adorable, et qui nous avait fait un très beau compliment en disant que vraiment, il faisait des marathons dans le monde entier. Il avait trouvé que pour l'Afrique, on avait fait un très beau marathon. Cette année, on a invité Ladjidou Kouré, qui est champion du monde du 110 mètres haies, donc qui va venir, qui va participer, qui va rencontrer des athlètes sénégalais. Et puis, il va faire un travail de représentation. Bon, c'est une personnalité dans le monde de l'athlétisme. Donc, vraiment, il a accepté très, très vite dès que nous l'avons sollicité. Marie-Josée Talou aussi. Elle était venue sur une édition précédente. C'est ça, tout à fait. Et Paul Tergat également, un marathonien. D'autres, je ne vais pas dire invités spéciaux, mais d'autres marathoniers connus qui vont venir. Non, après, bon, nous avons des coureurs. Au niveau des inscriptions ? Oui, nous avons des coureurs kenyans, éthiopiens et marocains. Avec une particularité, c'est que, bon, ce sont des coureurs quasiment professionnels de l'élite. Oui. Lorsqu'on les amène au Sénégal, l'avantage pour les coureurs sénégalais, c'est qu'ils vont se frotter à plus fort qu'eux, ça va les faire progresser. Mais ce sont aussi les meilleurs. Et ils raflent tout. En général. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons mis des récompenses spécifiques pour les coureurs sénégalais. C'est-à-dire qu'en dehors du classement général, ils auront des récompenses spécifiques. Ça ne se fait pas normalement sur les compétitions internationales, mais nous avons décidé ici de le faire. Et bon, ils seront très bien Parce qu'ils ont de gros avantages, ces athlètes-là. C'est quasiment des professionnels. Ce sont des professionnels. Le relief au Kenya. Ils sont 10 à venir. C'est déjà un avantage. 10. Oui. Très bien, on va suivre ça et on va parler maintenant du partenariat avec la RTS qui vous accompagne et qui vous a accompagné sur ces différentes éditions également. Tout à fait. Donc, bon, c'est un partenaire stratégique, hein, la RTS. Alors, il y aura beaucoup de monde qui pourront regarder le marathon à la télévision, mais quand même, si vous n'êtes pas loin,
laisser un moment la télévision, aller sur le bord du parcours et encourager les coureurs. Regardez, voilà, vous avez une belle image qui passe en ce moment. C'est quand même fabuleux de voir ça. Et on a besoin d'engouement. D'ailleurs, cette année, nous avons modifié l'arrivée dans le Grand Théâtre. Donc les gens vont prendre l'avenue qui vient de la gare pour rentrer dans le Grand Théâtre. Et là où ils vont rentrer, ce sera une partie qui est ouverte au public. Donc on espère vraiment beaucoup de monde pour les centaines de mètres qui restent à faire, que l'on puisse galvaniser les coureurs. Mais il y a de plus en plus d'engouement au fil des ans. Franchement, beaucoup. J'ai deux autres questions et puis éventuellement, je sais qu'Alioune Diop, Laura et Adama aussi auront probablement des questions pour vous. D'abord, c'est le financement. Un tel événement, ça demande beaucoup de moyens. Est-ce que l'État du Sénégal vous accompagne également de ce côté-là, la fédération d'athlétisme également, pour les moyens Ce sont des financiers? partenaires, mais sur le plan financier, c'est EFAGE et les sponsors qui financent les opérations en prenant en charge des parties. L'État, après, nous accompagne sur... C'est un appui institutionnel? La gendarmerie, la police et tout ça? On règle quand même une partie des prestations, mais bon, ce sont des partenaires qui nous accompagnent avec beaucoup de disponibilité, police, gendarmerie. Les forces armées également ont répondu très rapidement à notre demande, aussi bien sur je dirais les logistiques que sur la participation des athlètes, parce que tous les corps habillés aussi sont invités. Les policiers, les gendarmes, les douaniers, les pompiers, tout le monde, tous ces coureurs-là, bon, ils participent à l'organisation, mais également ce sont des gros pourvoyeurs de coureurs. Bon, ils ont souvent beaucoup de jeunes performants dans leurs équipes, donc on les fait également participer. La RTS n'a personne d'inscrit sur... Je pense que vous devez avoir une petite équipe RTS. Oui. Pourquoi pas? Pose la question. Avez-vous un dossard? Non, sur le plateau, la réponse est non. Mais je veux dire, de manière générale, à la RTS, on devrait quand même avoir quelques coureurs qui pourraient nous représenter. Je regarde un peu les athlètes, nos cadreurs. Coach Tandaha, non, coach Laura. Il a alors marché. Laura aurait pu. Moi, avec grand plaisir, mais là, il me semble que les inscriptions sont terminées. Quel dommage. Mais l'année prochaine, avec plaisir. Pas de petite dérogation. La dernière question, c'était par rapport aux récompenses, justement. Bah oui, c'est intéressant quand on participe à un marathon, mais derrière aussi, il y a la récompense qui est attendue. Qu'est-ce que les vainqueurs véritablement vont gagner? Il y a des primes qui sont assez conséquentes. Et le premier Sénégalais, la première Sénégalaise du marathon vont gagner une voiture. Ah oui. Et après, bon, vous savez, lorsqu'on participe à une épreuve comme ça, bon, il y a des gens qui ont des capacités de gagner, c'est vrai qu'ils ont un objectif de prime. Mais tous les gens qui participent à une épreuve comme ça, c'est pas ça l'objectif, c'est vraiment de prendre du plaisir, aller faire quelque chose que tu ne fais jamais, te retrouver avec tes amis, avec ta famille, de créer une émulation. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce mois dernier, il y a des gens qui couraient partout. Et c'est ça l'objectif, c'est vraiment de permettre à tout le monde... de se retrouver. On n'avait pas beaucoup d'événements comme ça ici qui se passent, où on vous fait courir dans d'excellentes conditions. On ne va pas vous lâcher sur la route au milieu de la circulation. C'est vraiment des moyens qui sont très, très importants, qui sont mis en œuvre. Donc, je pense que c'est ça que les gens recherchent en priorité. Il y a des montants, bon, d'accord, mais ça va être réservé à une petite partie. Tous les autres, ils ne viennent pas pour ça, ils viennent pour le plaisir de participer. J'ai cru que c'était des médailles, justement, qu'on allait remettre... Là, vous avez la médaille de toutes les personnes qui vont participer au marathon. Voilà. Donc, que vous soyez premier ou dernier, vous aurez cette belle médaille ici à l'arrivée pour les marathoniens. Celle-ci, c'est la médaille du semi-marathon, l'équivalent de la médaille d'argent. Et ceci, ce sera la médaille du 10 km. Donc tous les participants des 3 épreuves recevront leur médaille à l'arrivée. Et moi, je suis marathonien et je peux vous assurer que ma collection de médailles, personne ne peut la toucher, il ne m'en manque pas une. Parce que quand vous avez couru 42 km, vraiment, vous méritez votre médaille. Mais oui, c'est sacré. 42 km. Quand même, il faut le faire. 184. Alors, je précise que notre parcours est homologué par World Athletics, qui est la fédération internationale. Donc, nous avons 2 mesureurs officiels qui sont là. Et le week-end dernier, nous avons parcouru tout le parcours à vélo, parce que ça se fait à vélo, avec un compteur spécial pour mesurer quasiment au mètre près le parcours. Bon, escorté par des forces de l'ordre, bien entendu. Donc, nous avons fait les 3 parcours et aujourd'hui, on va avoir un certificat attestant que le marathon FH de Dakar
et homologué sur le plan international. Ça, c'est une bonne chose pour Dakar, pour la ville de Dakar aussi. Pour si un athlète fait une performance ici, elle est reconnue au niveau mondial. Avec la fédération d'athlétisme, le mesurage du parcours, nous le faisons bien entendu sous le contrôle et de la fédération sénégalaise qui nous accompagne. La périodicité, j'ai l'impression que c'est pas... Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Okay. C'est très très lourd à organiser un marathon ça se comprend. Au niveau même logistique et budget, donc ça se fait tous les 2 ans. C'est ça. J'avais une question par rapport à la course des enfants, parce que vous avez dit qu'il y avait aussi une course qui était prévue pour les enfants. C'est une petite marche de 3 km qui va partir juste derrière la marche des adultes, sur un petit parcours qui va à vue d'herbe et qui va revenir. La fédération... Il y a une tranche d'âge pour les enfants Oui, c'est ça. Il y avait une tranche d'âge. On l'a baissé un peu sur la marche de 9 km parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous ont dit, mais nous, nos enfants, si on marche avec eux, 3 km, ça ne les intéresse pas, ils peuvent faire plus. Donc après, c'est la responsabilité des parents de rester avec leurs enfants. Oui. Je précise aussi, c'est assez important à l'attention de votre public, nous avons un chronométrage électronique, c'est-à-dire que dans le dossard qu'on va donner, il y a une puce derrière, une puce électronique. Il faut bien mettre son dossard devant et ne pas toucher à la puce. Cette puce, elle a l'avantage qu'elle va prendre votre temps au moment où vous passez la ligne de départ et au moment où vous passez la ligne d'arrivée. Nous avons bien entendu quelques points de contrôle sur le parcours, parce qu'il faut aller jusqu'aux Almadies pour faire le 42 km. Donc on veut être sûr que celui qui est à l'arrivée est bien classé... Que les gens ne contournent pas ou... Mais le 10 km où il y a beaucoup de monde, les gens sont très pressés de partir. Il faut prendre son temps. Vous restez à l'arrière des sas et de toute façon, votre chronomètre ne sera pris que quand vous passez la ligne de départ et d'arrivée. Et c'est ce temps-là qui fera foi pour faire le classement. C'est ça. Ça, c'est des conseils d'un marathonnier. Hein. Voilà, il faut prendre son temps pour bien faire les choses finalement. Je parlais justement de la fédération de randonnée pédestre. Oui. Est-ce qu'elle est associée également à cet événement ? Tout à fait. Ils ont, comme tous les autres, on leur a donné un groupe. Ils ont inscrit beaucoup de monde. Et demain matin, donc, ils doivent venir rechercher la dotation spécifique à la fédération. Mais on a constaté cette année au niveau de la randonnée qu'il y a vraiment les gens se sont inscrits très très rapidement. Ils avaient envie de faire la randonnée. Et donc là, on commence aujourd'hui la distribution de leur dossard et de leur dotation. Donc c'est samedi matin, le départ c'est à 9h, la randonnée. Et en général, nous partons toujours à l'heure, donc soyez à l'heure. Je précise aussi que le TER a mis des rames spéciales à partir de 5h15 le dimanche matin pour permettre aux coureurs de venir participer aux courses. Parce que nous démarrons très tôt. Hein, le premier départ va être à 6h50 et ils vont s'étaler jusqu'à 7h40. Très bien. Ah, ça, c'est donc bien. soyez à l'heure parce que nous allons partir à l'heure. Samedi 9h. Samedi 9h, c'est la randonnée. Il faut être en place au plus tard à 8h30 dans les sas parce que nous donnons de l'eau au départ. Et pour les courses du dimanche, donc au grand maximum à 6h30, les gens doivent être en place dans les sas. Et la circulation va être fermée, tout le plateau jusqu'aux Almadies, à partir de 6h du matin. Donc il faut que les gens viennent tôt. Il faut partir tôt aussi, parce que, ne serait-ce que pour la météo, vous partez à 7h, un marathonien qui fait entre 4 ou 5 heures, il arrive à 11h midi, bon, il fait chaud. Il fait chaud, oui. Et là, ça devient plus compliqué, bien évidemment. Après, on vient d'apercevoir sur les images des personnes à mobilité réduite qui participent assez... Tout à fait, ils vont participer sur les 3 courses, aux 10 km, au semi et au marathon, avec un dispositif spécifique pour eux. Est-ce qu'il y a une représentation importante cette année? Ils sont 36 personnes. 36, moins ou plus que d'habitude? Non, c'est à peu près le nombre. Donc on leur a mis, exactement le même dispositif que les autres, c'est-à-dire qu'ils auront des voitures ouvreuses avec des commissaires de course, ils auront des motards pour ouvrir, et tous les horaires ont été calculés justement, parce que c'est des gens qui vont plus vite qu'un coureur à pied, tous les horaires ont été calculés justement pour que sur le parcours, il y ait une certaine fluidité et qu'on ne risque pas de télescopage entre les courses. Même si à un moment les gens vont se rencontrer, le timing de départ qu'on a qui est très serré, en fait, c'est ça l'explication. Et les rumeurs de boycott que l'on entend? Oui, bon, on a été un petit peu surpris de voir tout ça avec tout ce que nous avons fait, comme je vous l'ai dit, techniquement. On était avec le comité, on leur a offert les dossards, c'est eux qui ont fait les inscriptions.
Bon, c'est un problème de primes, mais d'abord, bon, l'organisateur, il est libre de mettre les primes qu'il veut, et surtout, quand vous avez 36 personnes sur 3 courses avec 3 catégories différentes, il y a quasiment des personnes qui, s'ils s'inscrivent et le finissent, ils auront la prime. Vous ne pouvez pas le mettre dans la même condition que quelqu'un qui fait le 10 km et qui a 6000 personnes derrière lui. C'est ça l'explication. Mais en tout cas, on est prêt, on espère qu'ils vont venir. Vous savez, les handi-bikes, normalement, ils ne participent pas sur un marathon, parce que c'est quasiment du cyclisme, et ils vont extrêmement vite. Les officiels nous ont fait la remarque. On leur fait une catégorie spécifique sur le marathon pour qu'ils puissent participer. Aux Jeux paralympiques, ils ont une épreuve para-bike, c'est-à-dire qui est spécifique pour eux parce qu'ils vont tellement vite que c'est dangereux de les mélanger à d'autres coureurs. Je vous assure que vraiment, il y a eu beaucoup d'engagement d'Eiffage et de l'organisation logistique pour les mettre dans les meilleures conditions. Donc on espère vraiment qu'ils viendront. Il n'y a pas beaucoup d'épreuves comme ça, ce serait vraiment dommage de ne pas participer. En réalité, c'est tout le monde que vous voulez rassembler. Voilà. La chance à tout le monde. Bon, après, on est toujours à l'écoute et chaque édition, on essaye de s'y améliorer. Donc ce qu'on n'a peut-être pas pu réaliser maintenant, on le fera la prochaine fois. Mais là, maintenant, l'épreuve, c'est dans 2 jours. La somme de travail à faire est énorme. Quoi. Et en parlant d'amélioration, justement, en 2026, Dakar va accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse. Est-ce que vous commencez déjà, on suppose qu'il y aura une autre édition avant les Jeux Olympiques de la jeunesse, puisque c'est tous les 2 ans. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir déjà sur des innovations ou d'autres projets en perspective de ces échéances ? Le CNOS, c'est un des partenaires du marathon Eiffage. Donc, les disciplines sont spécifiques et tout. Eiffage déjà collabore beaucoup avec eux. Donc oui, on va être à l'écoute s'il faut mettre l'accent sur des organisations et des disciplines spécifiques liées au JOJ. Il n'y a pas de problème, on le fera. C'est déjà le cas aujourd'hui. Hein, ce que va présenter le CNOS, ce sont vraiment les disciplines des JOJ. C'est ça. Donc, normalement, 2025. Je dis normalement 2025, ce sera la prochaine édition, voilà. En principe. Eh bien, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. J'ai encore le temps de poser quelques questions ou on s'en arrête là pour la première partie moins d'1 minute. Non, 1 minute, vas-y. Et si j'ai eu une dernière minute, ce sera peut-être rappeler encore une fois le programme à nos téléspectateurs et les heures, parce que parfois on oublie. D'accord. Donc, samedi matin, le départ de la randonnée. De 9 km. En même temps, il y a l'ouverture du village, donc tout le site du Grand Théâtre et au Musée des Civilisations Noires, avec toute la journée les activités du Kid Stadium et toutes les activités CNOS et les jeux enfants. Et le dimanche, les 6 courses, en fait, puisque nous avons 3 courses handi et 3 courses valides. À partir le premier départ aura lieu à 6h50. Et la fermeture du circuit devait intervenir vers 13h, 14h. Et vraiment, c'est une fête, c'est un marathon, mais c'est une fête familiale, sportive. Et c'est pour ça qu'on souhaite que tout le monde participe. On a beaucoup évolué depuis 2016. Donc venez participer, faites-vous plaisir. Et ça nous motivera encore plus pour organiser une prochaine édition. C'est ça. Et je vous remercie beaucoup pour nous avoir invités ce matin. Merci à vous. Et c'est d'autant plus important, surtout quand on dit que le sport, c'est le partage. Et je pense que toutes ces personnes qui participent à ce marathon l'ont compris. Absolument. Et profitent justement de ces moments de bonheur et de partage, de plaisir, pas seulement de récompense, Absolument. comme vous l'avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Moi, je suis très heureuse parce que des événements comme ça, c'est bon pour la destination au Sénégal. Oui. Ça nous repositionne parce que c'est vrai qu'on parle généralement de tourisme, on parle de culture, mais la culture, ce n'est pas le seul moyen de pouvoir mettre en valeur une destination, un pays comme le Sénégal. Le sport aussi, c'est important. Et donc, des initiatives comme ça permet de mettre encore en lumière Dakar, de mettre en lumière notre pays, le Sénégal, et de dire aux gens, venez chez nous, il y a de belles choses qui s'y passent. Donc, pour moi, c'est tout bénef pour tout le monde et pour tous les secteurs et pour l'économie sénégalaise. Eiffage a organisé à Paris une conférence de presse à laquelle a participé très activement Ladji Doucouré, et toute la presse française était invitée. Donc l'information a été largement diffusée, plus pour l'image du Sénégal que pour faire venir des athlètes. Mais les gens ont compris qu'on est capable, ici au Sénégal, nous sommes capables d'organiser de très beaux événements internationaux. Absolument. Et même dans toute l'Afrique. C'est une belle image de notre pays, finalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup à Lune d'avoir pris le temps de, de participer à ces discussions. Je suis surmotivée pour la prochaine fois. Là. Ah oui, mais oui, il faut la prochaine fois, on est tous inscrits, là, je vous le dis. On prend l'engagement, Sarah. Tu veux plus? On est en direct, on est suivi par des milliers de téléspectateurs dans le monde. Si vous prenez des engagements, si vous prenez des engagements, dans 2 ans, je vais venir vous voir, vous demander si vous êtes inscrite. Elle, oui. Pas d'engagement. Pas d'engagement. Ok, voilà, je rigole pas. On va y réfléchir, nous. C'est ça. Adama et moi, on va y réfléchir. C'est ça, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour ces discussions très intéressantes. À 7 heures passées de 22 minutes, on va peut-être enchaîner avec la culture, avec Laura, juste après le jingle. Mais bon, on va faire une petite pause. D'abord, le clip du Akon Far Away. Et vous l'avez sans doute remarqué, ce clip a été tourné ici au Sénégal. Nous avons vu les cars rapides, la belle plage. Et oui. J'ai vu les cars rapides, ça m'a fait penser au dossier sur les clans d'eau. C'est hier. Le fameux dossier sur les clans d'eau, c'était hier. Les clans d'eau qui réclament des droits, s'il vous plaît. Vraiment paradoxal. Peut-être même un syndicat. Oui, j'ai l'impression qu'on vient souvent se syndiquer. Tu n'es pas en règle et puis tu... Oui, ils réclament des droits. Mais on est dans une situation assez complexe. La vie est tellement dure et difficile que chacun essaye comme il peut. C'est le système D, finalement. C'est ça. Mais un peu comme les cars rapides, les clans d'eau aussi font finalement partie du décor de Dakar. Carrément, finalement. Carrément. À Abidjan, on les appelle les Woro Woro. C'est ça. On n'y peut rien, ils sont là. Le taxi collectif aussi a son importance. Maintenant, il y a les tchak-tchak qui sont arrivés. Ah oui, il y a les tchak-tchak aussi. Tu leur prépares un syndicat aussi, comme les clans d'eau. Je crois que ce n'est pas encore autorisé à Dakar, mais ça se fait. Oui, ça se fait. Ça se fait. Le problème, c'est que il n'y a pas de port de casque. C'est ça. Et ils ont beaucoup plus... ils partent beaucoup plus avec les femmes. Moi, je ne sais pas pourquoi les filles aiment les tchak-tchak. Ça va vite. Ça me pose un sérieux problème. Elles sont à l'aise. Je crois que c'est les bouchons, ça décourage. Oui, très à l'aise. Mais grave. En tout cas, moi, je ne comprends pas. Les hommes, non. On prend plus de... Les hommes aussi, hein. Les hommes aussi, mais beaucoup plus de filles. Je te rassure, elles ne sont pas venues en tchak-tchak. Non, il n'y a pas de problème. C'est pas pour des questions de sécurité, surtout. Mais je pense que, bon, peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment le temps, mais il faut qu'on discute de tout cela aussi. Le transport est peut-être en train de changer de visage, justement, avec ces tchak-tchak-là. Plus de sécurité, c'est important. Il y a des mesures à prendre avant de monter sur une moto. Est-ce que tous ces tchak-tchak qui font du transport de personnes ont des permis justement de conduire. Tout ça, c'est des questions sur lesquelles dans les régularités. Oui. Maintenant, bon, comme j'ai dit, la question de l'emploi, c'est difficile. C'est pas seulement au Sénégal, c'est dans tous les pays. La vie est très dure ici. Les jeunes essayent de trouver des moyens de subsistance. Les tchak-tchak, ça règle des problèmes. Les clans d'eau, ça règle également des problèmes aussi. Donc, l'équation n'est pas si simple. Il faut trouver un point d'équilibre pour tout le monde. C'est vrai. Et à noter aussi qu'à travers ce clip, on en parlait hier, je crois, avec Laura, la promotion de la destination Sénégal. Et grâce à ces clips aussi, et à des initiatives par... Ah oui. Magnifique pays. Il faut voyager à l'intérieur, justement. Et je pense que les jeunes artistes l'ont compris aussi. De plus en plus, les clips sont tournés dans des quartiers qui ne sont pas forcément des quartiers huppés, mais dans des quartiers avec des images très authentiques et des illustrations. Moi, je dis qu'il faut sortir de Dakar. Dakar, c'est rien comparé à l'intérieur. Allez voir les cascades de Dindéfelo. Merci. On en parlait hier. Le Saloum, la Casamance, les îles du Saloum. Merci. Magnifique. Le Cap Skirring. Cap Skirring aussi. Ah oui. Le désert de Lompoul. Oui. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Beaucoup de choses à découvrir Saint-Louis. Saint-Louis aussi, c'est une très belle ville. C'est dangereux même de penser que tout se passe à Dakar. C'est pas bon, il faut aller vraiment à l'intérieur du pays. C'est quand on sort qu'on se rend compte qu'on a un beau pays. Oui, absolument. Et le plus bizarre, il y en a qui sont tellement étonnés quand ils voient certaines images de l'intérieur du pays. Ils disent, ah, c'est ça, c'est au Sénégal, on ne savait pas. Il faut voyager à l'intérieur. Le tourisme local. Le tourisme interne, c'est important, il faut soutenir. Tout à fait. Absolument. Et ça coûte absolument rien. Franchement. Voilà. Enfin, plus ou moins, parce que ça va. Les hôteliers par aussi, rapport à des vacances à Dubaï.
C'est ça. Mais bien sûr. En fait, les sommes qu'on est prêt à mettre parfois dans certains billets d'avion, tu te dis, mais si tu dépenses ça à l'intérieur du Sénégal, tu vas faire tellement plus de tellement d'économies. Mais il faut penser aussi aux gorgorlous qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des hôtels qui sont chers aussi parfois. Il faut que les auberges, les hôteliers fassent des prix spécialement pour les nationaux. Là, tu es vraiment assise à la place d'Alioune Badara Kane. Là, vraiment, je reconnais. C'est de la réincarnation. Non, mais c'est une réalité. On a envie de découvrir, on a envie de voyager, mais vous imaginez, vous êtes père de famille, vous avez 3-4 enfants, donc c'est pas évident. Il faut qu'il y ait de tout, effectivement, pour tous les budgets. Oui, merci beaucoup à toute l'équipe. Et on en profite aussi pour libérer Alioune qui va céder sa place à l'autre invité qui va nous rejoindre tout à l'heure après les infos, le bulletin, c'est tout de suite. On se retrouve dans une dizaine de minutes. J'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie d'inauguration de la toute première maison de la jeunesse et de la citoyenneté, qui est celle de Kaolack, pour marquer une fois de plus la priorité élevée que j'accorde à la jeunesse, la force vibrante pour l'émergence de notre pays. Vous le savez peut-être, il y a 54 ans, soit 10 ans après notre indépendance, que voyait le jour, non loin d'ici, précisément dans la capitale et d'ambition. En dépit d'un programme chargé, le président Macky Sall a tenu à venir présenter ses condoléances au khalife général de Medina Baye. C'est suite au décès de Mohamedou Ahibou Ibrahim Niass, jeune frère du khalife général Serigne Mahi Ibrahim Niass. Le président Macky Sall a salué la mémoire du disparu avant de prier pour le repos de son âme. Au-delà des prières et témoignages, le chef de l'État a réitéré toute son affection à Serigne Mahi Ibrahim Niass, saluant son rôle d'éducateur hors pair. Le président de la République est aussi revenu sur l'immense œuvre de Cheikh al-Islam Ibrahim Niass et sa dimension intellectuelle qui dépasse les frontières du Sénégal. Voilà pourquoi il n'est pas allé loin quand il s'est agi de donner le nom de l'université Sine Saloum au Saint-Homme. Baye Niass, dont le président Macky Sall salue le rôle déterminant dans beaucoup de situations au Sénégal, l'exemple de la confection du Code de la famille, rapportant un témoignage de son prédécesseur, le président Abdou Diouf. Pour sa part, le khalife général Serigne Mahi Ibrahim Niass, par la voix de son porte-parole, Serigne Mahi Cissé, a remercié le président de la République, Macky Sall, pour ce geste qui n'est pas une surprise pour qui connaît les relations profondes entre le chef de l'État et la famille de Baye Niass. Serigne Madi Niass, témoin oculaire et ami du président, est revenu avec parfois des anecdotes à l'appui. Abdoul Maïd Niass, lui aussi, a fait des témoignages sur le président Macky Sall, saluant ses réalisations partout au Sénégal. Un bilan élogieux que le khalife général Serigne Mahi Niass a également apprécié, rappelant son estime et sa considération, mais aussi son affection au président Macky Sall. Le khalife général a prié pour le président Macky Sall au terme de cette cérémonie de présentation des condoléances ici à Medina Baye. L'intelligence artificielle se fait une place de plus dans le monde des médias. Innovation ou révolution, en tout état de cause, elle permet un réel gain de temps dans le traitement de l'information. C'est une pratique nouvelle, mais c'est une pratique qui commence déjà à s'installer sur le continent. Et il faut pouvoir la maîtriser. Il faut pouvoir l'apprivoiser. Il faut pouvoir en tirer le
le meilleur. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on a vu qu'il y a eu une prolifération des fake news. Avec l'intelligence artificielle, on a vu dans certains pays un retour des messages de haine, du tribalisme et d'autres pratiques qui sont détestables. Toutefois, il existe bel et bien des limites à cette innovation, d'où l'importance de sa régulation. Le vrai sujet, c'est surtout l'IA fonctionne avec une base de données, techniquement parlant. Cette base de données va contenir des données personnelles, des données humaines. Et c'est là où la régulation doit aller, protéger nous, humains, et nos données personnelles à un certain niveau. Elle doit être considérée comme un bien difficile, un bien qu'il faut maîtriser, un bien qu'il faut orienter, un bien qui doit rester bien et qu'on doit essayer d'éviter ou d'en sortir toutes les aspérités, des choses détestables pour n'en retenir que ce qui fait la promotion de l'Afrique, une Afrique qui travaille, une Afrique qui bouge, une Afrique qui croit en elle-même. C'est ça qui est important. Un défi pour le continent africain qui ne doit pas baisser sa garde. Ce problème ne concerne pas seulement le continent africain, mais il est mondial en réalité. Il y a des choses que nous entendons qui font craindre malheureusement aux gens les différentes restrictions. Il existe des cas d'utilisation risqués qui créeront ou se rétabliront à travers le monde. Mais comme toute autre technologie, cette technologie, je veux dire l'intelligence artificielle, présente des inconvénients et une utilité incroyable. Les gouvernements devraient maintenir l'équilibre, donner aux gens l'avantage de pouvoir utiliser la technologie tout en essayant toujours de réglementer de manière proactive. Lors de la cérémonie d'ouverture de cette deuxième édition du Congrès mondial des médias, l'intelligence artificielle a été expérimentée devant tous les participants avec l'utilisation des avatars qui organisaient les débats. Cette innovation, même si sa vocation n'est pas de remplacer l'humain dans le travail, force est de reconnaître qu'elle constitue une réelle menace. As a robot, I do not have the physical capability to play football. Alors, c'était les infos, le bulletin dans Kenkeliba de ce jeudi. Merci à ceux qui nous suivent depuis 6h30 et bienvenue si vous nous rejoignez. Je rappelle aussi que nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Notre deuxième invité nous a rejoint sur le plateau. Il s'agit de Badara Ndiaye, moniteur en secourisme et formateur en sécurité incendie. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Des discussions, c'est dans un petit instant avec à l'appui des démonstrations pour nous montrer à tous les gestes de premier secours. Alors, la rubrique culture avec Laura, c'est tout de suite. Et Laura, on démarre avec de la littérature. Tu nous parles d'abord de la place de la jeunesse justement dans la littérature. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des jeunes qui prennent leur place de plus en plus dans la littérature. Et dans un premier temps, on va revenir sur les rencontres poétiques de Dakar qui sont organisées du coup depuis de nombreuses années par Amadou Lamine Sall, le poète, qui a décidé justement au cours de cette 10e édition d'annoncer qu'il laissait place à la jeunesse pour la suite, pour les prochaines éditions. On regarde cet élément et on revient tout de suite après. Au musée du président poète Léopold Sédar Senghor, des poètes d'Afrique et de la diaspora. C'est symbolique. Une nuit de la poésie où on célèbre les meilleurs dans cet art du langage. Pourquoi partir sans aucune conviction, mais pourquoi partir juste? La poésie, cette belle parole humaine qui doit réconcilier la civilisation de l'âme avec celle de la machine. Le contexte s'impose. Quelqu'un a dit que Dieu est poète. Ou que la poésie, c'est Dieu. Je ne sais pas. Mais il est évident que la poésie nourrit l'homme, change aussi les états d'esprit. On voit le monde d'une autre façon. Pas forcément naïf comme quelqu'un peuvent le penser. Mais ça nous rend, comment dire... c'est un peu comme lorsqu'on a fait sa prière. On se sent léger, on se sent propre. Les rencontres poétiques internationales de Dakar ont été créées en 1998 par Amadou Lamine Sall. Poète senghorien, le professeur Sall a durant une décennie fait la promotion et la valorisation des hommes et des femmes, des arts et des lettres. C'est ainsi qu'il créa les grands prix du chef de l'État et autres distinctions. Je pense que c'est très important également d'avoir
non seulement instituer les prix, non seulement le prix Senghor international de la poésie, Léopold Sédar Senghor, mais aussi le prix Chenet et Carrère. C'est également une façon de rendre hommage à ces illustres écrivains, poètes qui ont déconsacré l'essence de leur vie au Sénégal au point de choisir pour Chenet d'être enterré dans sa résidence artistique de Ndayane. Aujourd'hui, ces grands prix nécessitent des réformes. Pourquoi pas la création d'un Nobel de la littérature en Afrique? J'ai simplement demandé à ce que ce prix soit revu et qu'il soit mieux doté. Au moins 50 millions quand même pour accompagner ce prix et que le jury, mais qui décerne ces prix, soit un jury sur lequel on doit veiller. Parce que les grands prix quand même, il faut qu'on veille sur les jurys et je crois qu'on ne veille pas sur les jurys de ce prix. Cette vision trouve un écho favorable chez la tutelle. Professeur Aluncio de magnifier également le poète et panafricain. 10 éditions, ça prouve l'importance et le niveau d'adhésion des acteurs et des professionnels de la culture à cet événement culturel extrêmement important. Porté par un homme de cœur, d'une grande générosité, un homme respecté partout en Afrique dans le monde quand il s'agit de la promotion des belles lettres, en l'occurrence notre compatriote Amadou Lamine Sall. Cette 10e édition sera la dernière avec moi, Dixit Amadou Lamine Sall. Il lègue les rencontres poétiques à la nouvelle génération de poètes, à elle de les perpétuer de la plus belle des manières. Je m'en vais. Bon, je cède aux jeunes à l'organisation de cette... à de ces rencontres poétiques internationales, parce que je pense que 10 éditions depuis 1998, j'ai fait ce que j'ai pu. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et rassembler une fois tous les 2 ans à Dakar les plus grands poètes au monde, donner le grand prix Léopold Sédar Senghor à un grand poète étranger, donner au meilleur jeune poète sénégalais le prix Gérard Chenet Charles Carrère. J'ai fait ce que j'ai pu. Aux poètes qui ont quitté ce monde, leur mémoire fut célébrée. D'ailleurs, cette 10e édition leur est dédiée pour sceller à jamais leur immortalité. Alors Laura, on s'intéresse maintenant à l'ouverture du Salon de la littérature jeunesse Dakar Livre. Effectivement, ça a commencé donc hier. Donc je vous en parlais un petit peu dans l'agenda culturel. J'ai eu l'occasion d'y passer une partie de l'après-midi. Et donc c'était la cérémonie d'ouverture et aussi la première journée. Donc ça dure jusqu'à samedi. Et alors l'idée avec la transition qu'on peut faire aussi avec les rencontres poétiques de Dakar, c'est vraiment de laisser place à la jeunesse. Donc c'est un événement qui se tient pour la première fois mais qui se veut annuel. Donc il prévoit déjà d'en organiser une par an. Il y a 14 pays qui ont été invités. Il y a eu une vingtaine de maisons d'édition aussi qui font partie qu'on peut retrouver sur les différents stands. Ça se trouve au centre culturel Blaise Senghor. Et il y a aussi des dizaines d'écoles élémentaires qui ont été invitées pour que les enfants puissent aussi participer à cet événement de façon assez active. Donc hier, le matin déjà, il y avait plus de 200 enfants qui étaient sur place, qui venaient de dizaines d'écoles élémentaires différentes et qui ont pu poser des questions un petit peu, regarder les livres qui étaient proposés. Oui. Et l'idée, en fait, l'objectif de cet événement-là, qui est organisé par des jeunes et aussi pour des jeunes, c'est vraiment de favoriser l'apprentissage de la lecture chez les plus jeunes, d'encourager l'épanouissement par la lecture en rempart aux écrans beaucoup. Là, on voit par exemple la BD Passion Dakar qui nous propose aussi des jeux de société qui sont proposés à côté des livres. Donc voilà, là, on a le jeu de cette famille du Jolof. On a aussi les jeux de société comme celui du Wallo où on apprend un petit peu comment était l'organisation géopolitique au XVe siècle. Et en fait, l'idée, c'est à la fois de proposer des activités ludiques, mais aussi, bien évidemment, d'encourager à la lecture. On a aussi différentes maisons d'édition qu'on a pu retrouver sur place, et nouvelles éditions africaines qui ont aussi pas mal, finalement, de livres pour enfants. On le sait peut-être pas toujours. Et le programme, en fait, c'est vraiment des conférences thématiques, des ateliers ludiques, d'écriture, d'illustration, des séances pédagogiques, des représentations aussi théâtrales, du slam, de la poésie, du conte. Et en parlant de conte, justement, le premier qui a ouvert l'événement hier, c'était le conteur El Hadji Lebon qui a reçu justement les enfants avec qui ils ont pu échanger aussi avec les jeunes auteurs impliqués. Donc comme je vous le disais, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été dans l'organisation. Le comité d'organisation était composé entièrement de jeunes. Et il y a aussi 50 jeunes auteurs qui ont été impliqués, invités et qui ont participé à l'événement. Et justement, pour citer l'une d'entre elles que j'ai rencontrée sur place, Fatoumata Diop, elle disait que pour nous jeunes auteurs, l'idée c'est aussi de pouvoir se faire connaître, de vendre nos livres, mais aussi de nous faire des contacts dans l'édition et dans la littérature
de manière un peu plus générale. Et ça s'est tenu en présence du directeur du livre et de la lecture qui était venu représenter le ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Donc c'était Monsieur Ibrahim Allo qui était venu encourager un peu les promoteurs du livre et les remercier d'accompagner l'État en fait à mieux faire. Donc ils ont offert symboliquement des chèques livres aux nouvelles éditions africaines du Sénégal et aussi à des jeunes auteurs qui étaient présents. C'était aussi en présence de l'Association sénégalaise des éditeurs et des écrivains du Sénégal qui font partie aussi de l'organisation avec Baobab Édition. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir répondre notamment à la question qu'on se pose tous assez souvent, pourquoi les jeunes ne lisent plus. Et ces jeunes qui sont sur place et qui ont décidé d'organiser cet événement sont là pour montrer que les jeunes lisent toujours et que les jeunes se mobilisent pour permettre à d'autres encore qui sont plus jeunes qu'eux de justement eux aussi bénéficier de tous les bienfaits de la lecture. Ouais. Et voilà, le matin, il y a eu les visites de stand, comme je vous disais. Il y a eu aussi pendant la cérémonie des donations de livres par les différentes maisons d'édition. Il y a eu une grande cérémonie de dédicaces et ils ont reçu également, Racine Senghor du Monument de la Renaissance africaine qui disait c'est dans la jeunesse qu'il faut semer pour former de bons auteurs et de bons lecteurs. Il a encouragé aussi la lecture très tôt et les festivités continuent aujourd'hui dès 8h30 avec la dictée pour tous et puis ça continuera jusqu'à samedi au niveau du centre culturel Blaise Senghor. C'est ça. À présent, les 4 dates à retenir dans l'agenda culturel. Oui, alors cet après-midi à partir de 17h, on a la revue des industries culturelles et créatives Étoile africaine qui organise sa 6e conférence Lengue. Alors cette fois-ci, ce sera sur le thème de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement dans les industries culturelles et créatives. Ça sera aujourd'hui à 17h au cinéma du Sea Plaza. Ensuite, ce soir, donc, au Centre culturel Blaise Senghor, conjointement avec le Salon du Livre, il y aura la restitution théâtrale avec la troupe de Cœur Massar, Mama Africa, dans le cadre de la 3e édition du festival de hip-hop de Cœur Massar. Ce sera à 20h au Centre culturel Blaise Senghor. L'entrée est libre et ouverte à tous, donc tout le monde est invité. Demain, vendredi 17 novembre, de 14h à 20h à la Maison de la Culture d'Outasek cette fois-ci, il y aura le Fashion Show, donc dans le cadre de la cérémonie de clôture de l'Académie Mode Lab Sénégal. Donc là, c'est pour aller voir un défilé de mode et une expo-vente de leur cohorte 2023. Donc c'est demain de 14h à 20h. Et enfin, demain et samedi, on a le festival culturel féministe éco-responsable et panafricain Kimpavita qui revient. Donc ce sera la 5e édition cette fois-ci sur la place du Souvenir. Et chaque année, en fait, ils choisissent un pays qu'ils mettent à l'honneur. Cette année, ce sera le Ghana. Ouais. Donc, du coup, ils vont proposer des conférences, comme toujours, des expos-ventes, des stands de street food pour découvrir un peu les spécialités culinaires du Ghana, un programme cinématographique et des performances musicales comme chaque année. C'est ça. Merci beaucoup, Laura. Merci à vous. Alors, c'est l'heure d'accueillir notre deuxième invité, qui est déjà là d'ailleurs sur le plateau avec nous. Et je le rappelle, il s'agit de Badara Ndiaye, moniteur en secourisme et formateur en sécurité incendie, Sarah. Et on va tout de suite démarrer. Bonjour, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Le secouriste, c'est qui? C'est quoi le secourisme? Parce qu'à côté, il faut préciser que ce ne sont pas des médecins, c'est ça? Tout à fait. Merci, madame, de m'avoir invité. Je suis très honoré d'être parmi vous. Donc, le secourisme, comme vous l'avez si bien dit, ce n'est rien d'autre qu'un SVB. Un SVB, c'est un soutien vital basique. Le secourisme est une assistance apportée en urgence par des moyens techniques, pratiques, voire même thérapeutiques, en urgence à une victime. Une victime d'un accident, par exemple. Pour 3 objectifs. On vise 3 objectifs. Premier objectif, soulager la douleur de la victime. Quelqu'un qui a mal, qu'est-ce qu'il faut faire pour soulager sa douleur? Aïe, aïe, une douleur thoracique. Ou aïe, aïe, une douleur abdominale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour soulager cette douleur? Et parfois, il suffit d'une posture pour la soulager. Premier objectif. Deuxième objectif, éviter l'aggravation d'une blessure. C'est très important. Parfois, en voulant assister quelqu'un, on peut aggraver sa blessure, on peut aggraver son état. Il faut l'éviter. Donc, il faut apprendre avant d'aller assister. Et enfin, troisième objectif, préserver la vie humaine, qui mérite amplement d'être préservée. Absolument. Parce qu'il n'y a aucune valeur qui dépasse la valeur humaine. Vous voyez? Donc, si les secouristes sont prêts à donner leur vie pour sauver celle d'autrui, c'est pour montrer un peu la valeur que symbolise une vie humaine.
On va tout de suite entrer dans les démonstrations. Je voudrais inviter Fama à nous rejoindre sur ce plateau, parce que c'est ça le but de cet entretien. Tout à fait. Apprendre quelques notions, en tout cas, des gestes de premier secours à nos téléspectateurs. Dans un cas ou dans une situation où une personne, une victime, perd connaissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment contrôler la conscience d'une victime? Fama, tu peux venir nous rejoindre. Fama, viens. Elle fait partie de la logistique ici à la RTS. Elle est étudiante également et de temps en temps, elle vient à la RTS et ensuite il est important à l'école. Il est important de préciser qu'on ne commence pas les secours sur un endroit non sécurisé. Il faut être dans un endroit sécurisé. D'accord? Si l'endroit n'est pas sécurisé, on ne peut pas secourir là-bas parce qu'on est exposé à un suraccident. Donc, si l'endroit est sécurisé, on commence à secourir la victime. Si ce n'est pas sécurisé, il faut baliser un périmètre de sécurité ou procéder à des dégagements d'urgence. Maintenant, je m'en vais pour répondre à votre question, madame, comment contrôler la conscience. Pour contrôler la conscience, je viens m'agenouiller au niveau de la case thoracique. Je vais prendre sa main qui est plus un peu loin, j'ouvre sa main, et je pose ma main, paume contre paume. C'est ce qu'on appelle empaumage. La victime a besoin d'être rassurée. Donc l'autre main, je la mets, je la pose sur son épaule pour la rassurer. Et je vais procéder à 2 sollicitations. Sollicitation verbale et ensuite sollicitation physique. Vous pouvez vous déplacer pour venir voir. Si je connais le nom de la victime, je vais l'appeler par son nom. C'est plus efficace. Vous l'avez appelé comment? Fama. 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 Je peux même permettre de la tapoter au niveau de l'épaule. Fama. 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 Au bout de 3 reprises, si elle ne répond pas, bon, si vous ne connaissez pas son nom, vous vous dites madame. Si c'est ton nom, vous dites monsieur. Mais par son nom, c'est plus efficace. Ensuite, il n'y a aucune réponse. Vous passez maintenant aux sollicitations physiques. Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Une petite question, très courte, bien articulée. Parce qu'avec l'atteinte traumatique, vous pouvez parler ici, elle vous attend de très loin. Donc il faut bien articuler et parler suffisamment fort pour que la victime vous attende. Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Aucune réponse. Vous continuez. Une deuxième question. Si vous m'entendez, ouvrez les yeux. Elle n'ouvre pas les yeux. À partir de là, vous pourrez dire, sans risque d'être contredit, que la victime est inconsciente. Donc, pour savoir qu'une victime est consciente ou pas, il faut la faire subir aux 2 sollicitations. Sollicitation verbale et sollicitation physique. Donc, on tapote. Si on n'a pas de réaction, on interpelle la victime directement par son nom ou peu importe, pour voir s'il y aura une réaction. Aucune réponse. À partir de là, vous pourrez dire que la victime est inconsciente. Et comment on contrôle la respiration? La respiration, il faut utiliser les 3 sens, avec le terme mémotechnique JOY. Donc, les 3 sens. JOY, c'est J, O-Y. O-Y. J comme joue, O comme oreille, Y comme les yeux. Donc, normalement, on doit dénuder la victime pour déceler le moindre mouvement. Là, c'est délicat, mais il faut y aller. Ensuite, je bascule la tête au niveau des voies aériennes de la victime pour sentir. Parce que quand la victime a une respiration difficile, elle émet un petit bruit. Je vais tendre mon oreille pour aller voir si je vais entendre ça. Le souffle qu'elle va jeter, je vais tendre ma joue pour voir si je vais sentir ça. Et les yeux, à partir de la cavité externale, je balaye vers l'abdomen pour voir si je vais percevoir ce petit mouvement au niveau thoracique ou abdominal. Si je perçois ce petit mouvement, je pourrais dire, sans risque de me tromper, que la victime respire. Inspiration, expiration, c'est ça. Voilà. Quand quelqu'un fait un malaise, qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, on va peut-être commencer par la position de mise en position latérale de sécurité. C'est ça, on en parle souvent. Mise en position latérale de sécurité, pour le faire, il faut que 2 conditions soient réunies. Il faut que la victime soit inconsciente, mais respire. Elle est inconsciente,
mais elle respire. Ça veut dire quoi? La respiration est instable parce qu'elle est assise sur de l'inconscience. Donc, à tout moment, la respiration peut partir. Maintenant, pour stabiliser, pour sécuriser cette respiration, on procède rapidement à la mise en position latérale de sécurité, qui est composée de 3 phases. La phase préparation du corps, la phase basculement du corps, et enfin la phase stabilisation du corps. Là, je fais comme ça, à 90 degrés. Je vais chercher le bras qui est plus loin. J'applique la paume sur la joue de la victime et je prends le coude. Puisqu'elle est inconsciente, il n'y a aucune résistance. Je vais là, au niveau du genou, je soulève vers le haut et je prends. Là, j'ai fini la phase préparation du corps. Je recule un peu pour laisser de l'espace où basculer le corps. Je tire sur les 2 appuis, là, doucement, pour éviter une torsion au niveau des vertèbres cervicales. Là, je tire encore jusqu'à ce que le corps ait une position latérale. Et à partir de là, je sécurise, je stabilise le corps pour que le corps ne reparte pas à la position initiale. C'est fini la phase mise en position latérale de sécurité, qui a deux raisons d'être, qui a 2 avantages majeurs. Ça permet de stabiliser la respiration, mais ça permet d'empêcher une évolution d'arrêt respiratoire vers un arrêt cardiaque. D'accord? Après cette mise en position latérale de sécurité, il ne faut surtout pas oublier d'ouvrir la bouche pour permettre l'évacuation des liquides gastriques et des salives qui viendront s'agglutiner au niveau de la bouche. Et si vous ne les évacuez pas, ça peut l'étouffer et la respiration s'arrête. Quand quelqu'un fait un malaise, est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Quelle est l'étape à suivre? Non. Malaise, c'est autre chose. Le malaise n'est rien d'autre qu'une sensation pénible traduisant un trouble de fonctionnement de l'organisme. Donc, quand quelqu'un est victime d'un malaise, il y a déjà des signes. Il y a des signes. Par exemple, monsieur a un dénivellement au niveau des sourcils. Je regarde son visage, je vois un dénivellement. Vous voyez? Au niveau de la bouche, comme ça, c'est un signe de malaise. Quelqu'un qui a une transpiration, une sueur abondante, sans effort physique évident, c'est un signe de malaise. Quelqu'un qui a des douleurs thoraciques, abdominales, inhabituelles, c'est un signe de malaise, etc. Maintenant, quand vous décelez ça, il faut inviter la victime tout de suite à adopter la position basse pour qu'elle ne tombe pas de toute sa hauteur, qui va aggraver son état. Il faut l'inviter à s'asseoir, lui demander est-ce qu'il a pris son petit déjeuner ce matin, est-ce qu'il n'a pas un traitement en cours, est-ce qu'il a pris son cachet, est-ce que c'est serré au niveau des habits, là et là. Surtout c'est les femmes, maintenant là, à ce niveau, c'est trop serré. Il faut demander à desserrer. Tant qu'elle est consciente, vous l'invitez à le faire. Mais quand la victime est inconsciente, vous y allez directement. Très bien. Dernier point, je sais qu'il est l'heure, mais très rapidement, parce qu'on est rattrapé par le temps. Il est l'actualité, c'est parce qu'il y a eu ces explosions de bonbonnes de gaz. Donc, merci à Fama aussi. Oui. Fama, oui, tu peux te lever maintenant. Merci beaucoup pour la démonstration. Merci beaucoup. Merci. La technique d'extinction d'un feu naissant. Voilà. Très rapidement. Très rapidement, ce qu'il faut rappeler d'une façon très résumée est que pour faire un feu, il faut 3 éléments. La température ou l'énergie d'activation, le combustible ou la matière qui brûle et le comburant ou l'oxygène de l'air. Ces 3 éléments nous permettent de construire le triangle du feu. Pour l'éteindre, il suffit d'éliminer un de ces 3 éléments. Et c'est tout. C'est tout. Quand vous coupez l'alimentation en air, vous avez éteint le feu par étouffement. Quand vous agissez sur la température, vous avez éteint le feu par refroidissement. Quand vous avez agi sur le combustible, la matière qui brûle, vous avez éteint le feu par déblai. Voilà. Donc, parfois, rien qu'en fermant la porte du local sinistré, vous pouvez en tout cas maîtriser le feu. C'est très bien. Pas tout à fait éteint, mais quand même maîtrisé, parce que vous avez coupé
l'alimentation du feu en oxygène. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, et c'est vrai, vous méritez des applaudissements. Avec votre permission, plus la prise en charge est anticipée et précoce, plus les chances de survie sont importants. Exactement. Donc, tout le monde devrait être secouriste. C'est ça. Pour anticiper la prise en charge depuis le lieu où s'est produit l'accident. 1 minute pour mon poème de motivation. On n'a pas 1 minute. Même pas 1 minute. Non. Que 30 secondes alors. Merci beaucoup. Ah ouais 10, allez-y. Sécuriser, ça devrait être notre raison d'être. Oui. Sécuriser, c'est n'être plus soi. C'est n'être plus à soi. Sécuriser, c'est n'avoir presque pas de droits. C'est n'avoir que des devoirs. Sécuriser, c'est ne point connaître son intérêt personnel. C'est en tout cas le sacrifier pour l'intérêt général. Oui. Sécuriser, c'est mettre sa vie en péril pour sauvegarder celle de l'autre. Sécuriser, c'est savoir faire don de soi, le don de soi. Sécuriser, c'est parfois consentir librement au sacrifice suprême. C'est-à-dire mourir. Mourir fièrement parce que mort utilement. Merci, madame. Merci beaucoup. Et ces 10 secondes ont été très utiles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais oui, il mérite une émission entière. Merci, monsieur Ndiaye. Merci aux secouristes qui vont accompagner le marathon. Oui, voilà. C'est ça. Merci à tous. Laura, Sarah, merci à l'ensemble des équipes en régie qui va nous pardonner pour ces 3 minutes de plus. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left to be done. Le marathon FH Dakar fait son grand retour. Participez à une aventure sportive inédite.